26 octobre 2025. Le ministère de la Défense de la Russie publie cette vidéo que vous venez de voir. Poutine annonce au monde: nous avons testé avec succès le Bourresnik, une arme unique que personne d'autre au monde ne possède, invincible face à toute défense. Les chiffres impressionnent. 14 000 km parcourus, 15 heures en vol. Voici le Bourresnik, un missile de croisière expérimental que l'OTAN appelle Skyfall. Il est équipé d'un moteur nucléaire et d'une portée illimitée, et selon les Russes, il serait capable de contourner n'importe quelle défense. Lors de ce lancement, Poutine voulait envoyer un message clair au monde entier. Ne touchez pas à la Russie, nous avons des armes que vous ne pouvez pas arrêter. Quelques heures seulement après cette annonce, quelque chose s'est passé à Moscou, quelque chose que Poutine ne voulait pas que vous voyiez, quelque chose qui a plongé la Russie dans la panique. Avant d'en arriver là, vous devez savoir ce que Poutine n'a pas dit à propos de ce missile invincible. Parce que l'histoire du Bourresnik ne commence pas en 2025, elle commence en 2016, et c'est une histoire d'échec. Depuis 2016, la Russie a essayé de tester ce missile 13 fois, 13 tentatives, et savez-vous combien ont réussi? Seulement 2, et même ces 2-là n'ont pas vraiment été des succès complets. Les premiers essais ont été désastreux, le moteur nucléaire ne démarrait tout simplement pas. Un essai a duré 7 secondes, un autre 15 secondes. Et puis, le silence. Le moteur est tombé en panne avant même de commencer à fonctionner réellement. Mais le pire restait à venir. Août 2019. Mer Blanche, près de Nyonoxa. Une explosion. 5 scientifiques nucléaires russes morts. Radiation détectée dans la zone. L'accident a été si grave que les analystes occidentaux ont commencé à appeler le Bourresnik le Tchernobyl volant. Un missile tellement dangereux qu'il tue les propres scientifiques qui essaient de le développer. Après cette catastrophe, beaucoup d'experts ont cru que la Russie avait abandonné le projet. C'était trop dangereux, trop cher et ça ne fonctionnait pas. En octobre 2025, Poutine annonce que le missile a volé 15 heures. Mais a-t-il vraiment volé? Et c'est là que réside le problème. Quand on allume un moteur nucléaire, il laisse des traces, des particules radioactives dans l'air. Il est impossible de les cacher. Les États-Unis ont des capteurs répartis dans le monde entier qui détectent à même les plus petites traces de radiation. Si le Bourresnik avait vraiment volé pendant 15 heures avec le moteur nucléaire allumé, les Américains l'auraient détecté. Mais ils n'ont rien détecté. Aucune alerte, aucune confirmation. Seulement la vidéo de la Russie et les paroles de Poutine. Et il y a encore autre chose. Cette technologie que Poutine dit unique au monde a déjà été testée par les États-Unis dans les années 50. Le projet s'appelait Pluton. L'idée a été exactement la même. Un missile à propulsion nucléaire avec une portée illimitée. Vous savez ce qui s'est passé? Les Américains ont abandonné le projet. La raison était assez évidente. C'était beaucoup trop dangereux. Pollution radioactive, risque d'accident. Et, au bout du compte, ce n'était pas mieux que les missiles balistiques qu'ils avaient déjà. C'était il y a 70 ans. En d'autres termes, ce que vous voyez, c'est Poutine essayant de vendre comme révolutionnaire une technologie que les États-Unis considèrent comme des déchets toxiques depuis 1960. Mais Poutine devait faire cette annonce. Il devait montrer sa force. Parce que la Russie est désespérée. Les sanctions économiques sont en train de détruire l'économie russe. Et regarde ce qui s'est passé après l'annonce. Le gouvernement russe a envoyé un diplomate aux États-Unis. Non pas pour menacer, mais pour demander aux Américains de lever les sanctions. C'est ça. Quelques heures après avoir annoncé une arme invincible, la Russie supplie les États-Unis d'alléger la pression économique. Si vous avez une arme aussi puissante, pourquoi demandez-vous des faveurs? Et c'est exactement à ce moment-là que l'Ukraine a décidé de répondre, non pas avec des mots, mais avec des actes.
La nuit de l'annonce de Poutine, des drones ukrainiens ont parcouru des centaines de kilomètres. La destination ? Moscou. La réponse ukrainienne a été immédiate et brutale. Les drones ont traversé toutes les couches de la défense aérienne russe. Des systèmes de missiles coûtant des millions de dollars, des radars de dernière génération, des bataillons entiers dédiés à la protection de la capitale. Et vous savez ce qui s'est passé ? Les drones sont passés. Ce n'était pas un drone, ce n'étaient pas deux drones, c'était une attaque coordonnée. Alors que les défenses russes tentaient d'abattre les drones, quelque chose d'étrange s'est produit. Il y a des rapports sur les réseaux sociaux selon lesquels un système de défense aérienne russe positionné à Moscou aurait probablement raté sa cible et touché un immeuble résidentiel. Nous avons même la vidéo à montrer, mais on ne voit pas très bien. Regardez par vous-même et tirez vos propres conclusions. Mais les drones ukrainiens ne se sont pas trompés. Ils ont frappé exactement ce qu'ils voulaient. Le dépôt de carburant de Serpukhov, en périphérie de Moscou, une cible très stratégique. Les images montrent tout. Feu, explosion, un dépôt entier en flammes. Et le maire de la région ? Il a dit que la Russie avait abattu tous les drones, que l'incendie avait été causé par les débris des drones abattus. Oui, vous avez bien entendu, des débris, réfléchissez-y une seconde. Si des débris de drones causent un tel niveau de destruction, imaginez ce qu'un drone entier pourrait faire. C'est le récit officiel russe. Soyons honnêtes, ça ressemble à une blague. Mais attendez, c'est encore mieux, ou pire, selon votre point de vue. Parce que ce n'était pas une attaque isolée. Au cours des derniers mois, l'Ukraine a encore attaqué des raffineries et des dépôts de carburant partout en Russie. Et selon les propres autorités russes, 40% des raffineries russes ont déjà été endommagées. 40%! Tout cela à cause de ces fameux débris de drones. Pour cela, l'Ukraine emploie des drones coûtant entre 10 et 50 000 $. Pendant ce temps, un seul missile anti-aérien russe peut coûter plus d'1 million de $. Pensez aux chiffres. La Russie dépense des millions pour tenter d'abattre des drones valant des milliers, mais ceci passe malgré tout. C'est une guerre asymétrique, et l'Ukraine est en train de gagner. Mais l'histoire devient encore plus intéressante quand on regarde où la Russie a placé ses défenses. Parce que Poutine a fait un choix. Il a concentré pratiquement toutes les défenses aériennes les plus avancées de la Russie en un seul endroit, Moscou. Les images satellites et l'analyse du renseignement le montrent clairement. Système S-400, système S-300, Pantsir, tous formant des anneaux concentriques autour de la capitale. C'est comme une forteresse. Moscou est protégé par des couches, et encore des couches de défense anti-aérienne. Maintenant, regardez le reste de la Russie. Pratiquement rien. Moscou compte 13 millions d'habitants. Mais il y a 132 millions de Russes vivant en dehors de Moscou. Et Poutine les a laissés sans protection. Toutes les défenses ont été mobilisées pour protéger le Kremlin. Pour le protéger, lui. C'est pourquoi les raffineries et les dépôts de carburant sont attaqués presque tous les jours. Parce qu'il n'y a pas de défense pour les protéger. Poutine devait choisir entre lui-même et son pays. Et comme vous pouvez le voir, il s'est choisi lui-même. Et il y a plus. Malgré toutes ces défenses à Moscou, Poutine ne se sent toujours pas en sécurité. Pendant l'attaque de drones, des caméras ont capturé quelque chose de surréaliste. Des soldats russes postés à l'extérieur du Kremlin, avec des mitrailleuses sur des camions, attendant les drones. C'est ça. Poutine dispose de milliards de dollars en système anti-aérien autour de Moscou, mais il place quand même des soldats avec des mitrailleuses dans la rue. Soit il ne fait pas confiance à ses propres défenses, soit il est complètement paranoïaque. Le plus probable, c'est que ce soit les deux. Mais sais-tu quelle est la partie la plus étrange de cette histoire ? L'armée de l'air russe s'est tout simplement enfuie. Oui, elle a fui. Lorsque les alertes aux drones ont commencé, les aéroports militaires autour de Moscou ont été temporairement fermés. C'est normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est ce qui s'est passé ensuite. L'armée de l'air russe a évacué ses avions de chasse les plus précieux. Su-34, Su-35 MiG-29.
Tu-160, Tu-95, des avions stratégiques qui coûtent des dizaines de millions de dollars chacun. Ils ont tous décollé et sont partis vers des bases plus éloignées. Ils ont fui leur propre capitale. La raison ? Ils savent déjà ce qui s'est passé. Tu te rappelles l'opération Toile d'araignée ? En une seule matinée, l'Ukraine a détruit 7 milliards de dollars d'avions russes. 7 milliards. En une matinée, les généraux russes ont compris. Ils ne font pas confiance aux défenses de Moscou. Sinon, ils auraient en laissé les avions. Mais ils ont préféré les retirer et fuir. Pensez à l'ironie de cela. Moscou est censé avoir les défenses antiaériennes les plus puissantes de Russie. Vladimir Poutine a annoncé une arme invincible. Et pourtant, même ainsi, la propre force aérienne russe n'a pas suffisamment confiance pour laisser ses avions dans la capitale lors d'une attaque de drone. Cela nous en dit long. Réfléchissez-y. La Russie projette de la puissance au monde, mais à l'intérieur, elle a peur et Poutine le sait. C'est pourquoi il répète sans cesse le même récit, la même excuse, le même mensonge depuis des années. L'histoire de l'OTAN, de la promesse rompue. Vous l'avez sûrement déjà entendu, n'est-ce pas ? Poutine affirme que l'Occident avait promis que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est après la chute de l'Union soviétique, mais que cette promesse a été rompue, et que pour cette raison, la Russie a été forcée d'envahir l'Ukraine, c'est leur justification officielle. Mais il y a un problème, ce récit ne tient plus. Passons aux faits. En 1990, lors des négociations sur la réunification de l'Allemagne, il y a eu des discussions sur l'OTAN. Le secrétaire d'État américain James Baker a dit à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est. Mais le contexte compte. Cette conversation portait spécifiquement sur l'Allemagne de l'Est, sur le fait de ne pas déployer de troupes de l'OTAN sur le territoire de l'ancienne Allemagne communiste après la réunification. Et cet engagement a été respecté. À ce jour, il n'existe aucune base permanente de l'OTAN dans l'ex-Allemagne de l'Est. Mais il n'y a jamais eu de discussion ou de promesses concernant d'autres pays d'Europe de l'Est. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque, les pays baltes, tout cela n'a pas été mentionné lors des négociations de 1990. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ces pays faisaient encore partie du pacte de Varsovie. Personne ne pensait à l'expansion de l'OTAN, car le pacte de Varsovie existait toujours. Tu sais qui l'a confirmé ? Gorbatchev lui-même. Des années plus tard, lors d'entretiens, Gorbatchev a été interrogé directement sur cette prétendue promesse, et il a dit « Le sujet de l'expansion de l'OTAN n'a pas été discuté à ce moment-là, il n'a pas été abordé. » Gorbatchev, le président de l'Union soviétique à l'époque, l'homme qui a participé aux négociations. Il confirme qu'il n'y a pas eu de promesse. Poutine le sait, mais il continue de répéter ce mensonge. Pourquoi ? Parce que ça marche. Si vous répétez un mensonge assez longtemps, assez fort, les gens finissent par y croire, et ce mensonge sert un but. Elle donne à Poutine une excuse permanente, une justification éternelle pour agresser ses voisins, pour rejeter l'Occident, pour se présenter comme une victime. Mais voici la vraie question à laquelle Poutine ne répond jamais. Si la Russie est si forte, si juste, si bonne, pourquoi tous les pays voisins veulent-ils rejoindre l'OTAN ? Pourquoi la Pologne s'est-elle précipitée pour rejoindre ? Pourquoi les pays baltes ont-ils fait la queue ? Pourquoi la Finlande et la Suède, qui sont restées neutres pendant des décennies, ont-elles soudainement décidé de rejoindre l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine ? Peut-être, juste peut-être, le problème n'est pas l'OTAN, peut-être que le problème c'est la Russie. Mais Vladimir Poutine ne pose jamais cette question parce qu'il connaît déjà la réponse. Et maintenant, après tout ça, arrives-tu à voir le tableau complet ? Vladimir Poutine annonce une arme invincible qui probablement ne fonctionne pas, basée sur une technologie que les États-Unis ont abandonnée dans les années 50. Il envoie des diplomates pour supplier un allègement des sanctions, concentre toutes les défenses à Moscou, laissant le reste du pays exposé. Et même ainsi, des drones ukrainiens coûtant 10 000 $ passent à travers des défenses de 500 millions et détruisent des cibles stratégiques.
Même la force aérienne russe fuit la capitale. Et pour justifier tout cela, Poutine répète un mensonge à propos de l'OTAN, que Gorbatchev lui-même a démenti. Voilà la Russie de Poutine. De loin, elle paraît puissante, mais de près, on voit les fissures. L'Ukraine l'a compris et le montre au monde entier. Poutine veut que vous croyiez que la Russie est une superpuissance. Mais les superpuissances ne fuient pas leur propre capitale. Elles n'ont pas besoin de monter des mitrailleuses sur des camions pour protéger leurs dirigeants. Elles ne mentent pas sur une technologie vieille de 60 ans et ne supplient pas pour un allègement des sanctions juste après avoir annoncé une arme invincible. L'Ukraine ne se bat pas seulement contre la Russie, elle démonte aussi ses bluffs. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, tu penses que le missile Burevestnik a vraiment fonctionné ou que c'était juste de la propagande? Laisse ton avis juste en dessous. Et si tu as aimé ce contenu, partage-le avec cette personne qui a besoin de comprendre ce qui se passe vraiment dans cette guerre. Abonne-toi pour d'autres analyses. À la prochaine vidéo!